Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui. Moi, c'est Dorothée Comtois-Cabana, je suis coordonnatrice du réseau Calaxia et bienvenue à ce webinaire intitulé Exposition aux métaux lourds et santé mentale chez les adolescents dans le Grand Nord québécois. Alors, c'est un webinaire qui est organisé par l'Axe Santé mentale des populations du RRSPQ et aussi par le réseau Calaxia. Alors, je vous présente rapidement l'Axe santé mentale des populations. Alors, il a été créé en 2014 dans le but de favoriser la recherche en santé mentale des populations, l'avancement et le partage des connaissances dans une visée de prévention, de traitement et d'optimisation des services pour cette clientèle. Il regroupe en ce moment plus de 150 membres, chercheurs, associés et étudiants qui proviennent de plusieurs milieux et qui travaillent sur des thématiques diversifiées. Il offre aussi plusieurs opportunités là, de financement, comme des initiatives structurantes et différents concours pour les chercheurs et les étudiants, mais aussi beaucoup de projets de rayonnement pour les projets de ses membres. Ensuite, je vous présente le réseau Calaxia. Alors, le réseau Calaxia est un réseau mettant en valeur les connaissances en lien avec la santé mentale des populations auprès des publics diversifiés comme les gestionnaires, les professionnels œuvrant en santé et en services sociaux et aussi les personnes du milieu communautaire. Cette mise en valeur se fait notamment par des dossiers thématiques, des webinaires, des publications brèves et des ressources en ligne. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter leur site web ou sur leurs réseaux sociaux. Avant de débuter, juste vous dire que dans le fond, que le webinaire sera enregistré et par la suite sera disponible sur le site web du RRSPQ de Calaxa et aussi sur la chaîne YouTube de l'Axe santé mentale des populations. Tout au long de la présentation, vous pouvez faire parvenir vos questions dans le module questions-réponses qui est situé au bas de votre écran. Et il y aura une période d'échange à la fin de ce webinaire où on vous invite à soit on va vous lire vos questions écrites ou on peut vous donner la parole si vous désirez poser votre question de vive voix. Et aussi, certaines informations complémentaires seront fournies et mises à votre disposition dans la section clavardage. Si vous avez des questions, notamment toutes les questions techniques, vous pouvez consulter Armel Imboa vous pouvez la rejoindre dans le module conversé. Puis elle va pouvoir vous aider avec vos problèmes techniques s'il y en a. Sans plus tarder, je vous présente notre conférencier pour aujourd'hui. On a le plaisir d'avoir Dave Saint-Amour, qui est professeur au département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal depuis 2009, où il a dirigé la chaire de neuropsychotoxicologie environnementale de 2015 à 2019. Ses principaux travaux de recherche, qui combinent différentes techniques d'imagerie cérébrale avec des mesures comportementales, portent sur le développement des fonctions cérébrales chez les enfants exposés à des substances chimiques. Alors, sans plus tarder, je lui laisse la parole et bon webinaire. Merci beaucoup, Dorothée. Merci au réseau pour l'invitation. Je vais partager mon écran. Ça. Euh, donc là, est-ce que ça fonctionne? Oui, parfait. Donc, je vais juste tasser ça ici. Merci comme je disais, au réseau pour l'invitation. Euh, Donc, ma présentation pour la prochaine demi-heure ou à peu près, je vais vous entretenir sur quatre volets. Donc, d'abord, je vais vous donner quelques données sur la santé mentale au Nunavik. Ensuite, je vais vous parler d'exposition à des polluants, des contaminants environnementaux dans le Grand Nord et de ses sources. Je vais vous dire, surtout les données que je vais vous présenter de mon programme de recherche proviennent d'une étude longitudinale sur le développement des enfants au Nunavik, qu'on appelle la cohorte NCDS. Je vais vous en parler un petit peu plus longuement. Et enfin, mon but aujourd'hui, c'est d'aborder peut-être une perspective un peu nouvelle qui fait le lien entre l'exposition des contaminants environnementaux et la santé mentale. Euh, voilà. Donc, lorsqu'on pense à santé mentale, au problème de santé mentale, ce qui nous vient en tête spontanément, c'est l'anxiété et la dépression. Et à raison. Mais la santé mentale, en fait, si on s'en
réfère à la définition de l'OMS. C'est un état de bien-être qui permet de se réaliser, de surmonter les tensions normales dans la vie et de contribuer à la vie de sa communauté. Donc, c'est très, très général. Et donc, c'est pas surprenant qu'il y a différentes dimensions psychologiques qui sont englobé là, par la santé mentale. Donc, on parle également de perturbations ou de problèmes comportementaux, de traumas, des intrusions, la peur, des cauchemars. Donc, c'est très large, des perturbations endocriniennes, évidemment des troubles, par exemple, de stress post-traumatique. Donc, ça implique beaucoup, beaucoup de choses et il ne faut pas perdre ça de vue. Euh, donc, les jeunes Inuits du nord du Canada et en l'occurrence du nord du Québec, c'est connu depuis longtemps, malheureusement. Ils affichent un taux de problèmes de santé mentale beaucoup plus élevé que le reste de la population générale du Canada et avec des conséquences tragiques euh, comme le suicide. Ici, vous avez des statistiques, c'est les plus récentes statistiques de l'INSPQ du Québec qui montrent dans différentes régions québécoises que le taux de suicide au Nunavik par rapport au sud du Québec ou l'ensemble de tout le reste du Québec est à peu près 14 fois plus élevé. Donc, c'est tristement euh, significatif et ce, depuis longtemps. Et selon l'INSPQ, depuis une dizaine d'années, cet écart-là même s'accentue. Il y a certaines communautés inuites dans le nord du Canada, au Nunavut, où les taux sont jusqu'à 20 fois plus élevés que celles du sud du Québec. Euh, dans, ici, j'ai quelques données là. À gauche, le graphique à gauche montre un questionnaire qu'on utilise souvent dans les études épidémiologiques qu'on appelle le CESD10, qui est un dépistage là, des états dépressifs. Et vous avez ici la moyenne en pointillé en orange, la moyenne nationale au Canada, qui est à peu près 6%. Des personnes qui dépassent là, un seuil clinique. Au Nunavik, bon, vous avez en moyenne 30, excusez-moi, 30% des personnes qui montrent en fait un score qui est significativement, qui est cliniquement significatif, pardon. Et sans grande surprise, dans la tranche d'âge plus jeune, la proportion est beaucoup plus élevée. À droite, vous avez ici quelques chiffres sur les états émotifs ou anxieux qui proviennent de l'enquête Quanupita, euh, que- Quanupita, pardon, une enquête là, sur la santé des Inuits assez récente. Et donc, parmi les personnes qui avaient fait une tentative de suicide, on a documenté les différents facteurs, différents états psychologiques. Et ici, en fait, c'est ce hein, qui est des manifestations de l'anxiété qui sont, hein, vous voyez, donc à 85% chez les personnes, là, ou 83, 80. Dans les 80%, c'est significativement majeur. Des problèmes de consommation, des conflits ou des problèmes dans les relations avec les amis, les parents, euh, et donc de différentes natures. Euh, Ici, c'est une représentation globale qu'on pourrait appeler biopsychosociale là, des facteurs de risque de la santé mentale. C'est tiré du site canadien sur la santé des enfants. Et donc, c'est connu, on a trois grandes catégories. Donc, on a des facteurs individuels,
On pense par exemple à des facteurs biologiques comme la vulnérabilité génétique, le sexe en général. euh, le sexe biologique féminin est associé à un risque qui est à peu près le double par rapport au sexe masculin. Donc, évidemment, des différents comportements individuels, mais ça inclut aussi même les capacités cognitives. Donc, beaucoup de facteurs individuels, sans grande surprise familiale, donc tout ce qui est situation socio-économique, je vais y revenir un peu plus tard, euh, la structure familiale, c'est un déterminant majeur, et des facteurs environnementaux. On pense à la discrimination il y en a différentes natures, mais notamment basées sur l'ethnicité, les logements, qui est un problème au Nunavik, je vais y revenir, et le réseau d'amis, qui est aussi un facteur bien connu. Euh, il y a vraiment beaucoup d'études depuis beaucoup d'années qui essaient de faire des modèles biopsychosociaux de la santé mentale dans la population générale. On a beaucoup de connaissances là-dessus. Mais il existe par contre très peu de données sur l'état ou ces facteurs-là ou la dynamique des différents facteurs de risque chez les Inuits du Nunavik. Et bien que tout le monde s'entend pour dire que la santé, les problèmes de santé mentale sont majeurs dans le nord du Québec ou du Canada et que les besoins sont criants. Donc, c'est quoi les particularités ou les spécificités des populations inuites? Il y en a plusieurs. Donc, d'abord, les traumatismes historiques ou intergénérationnels, on le sait, on n'a qu'à penser aux pensionnats autochtones, par exemple, aux politiques coloniales de déplacement de communautés, de passer du mode nomade au mode sédentaire. Et quand je parle intergénérationnel, c'est qu'il y a eu des traumatismes à des moments précis dans l'histoire, mais on sait que des états anxieux, des problèmes de santé mentale peuvent passer d'une génération à l'autre. Donc, ce n'est pas quelque chose, même si on pense régler aujourd'hui, qui ne se transmettent pas. Et même d'un point de vue neurobiologique, là, il y a des marqueurs épigénétiques qui montrent que des états des problèmes d'anxiété ou de dépression passent d'une génération à l'autre par des mécanismes là, épigénétiques, biologiques et pas nécessairement par transmission là, parentale. Évidemment, la perte de la langue, l'identité culturelle, on sait que l'Inuktitut et les langues inuites sont de plus en plus menacées. Euh, les difficultés socio-économiques, quand on parle de statut socio-économique ici, on parle de manque d'accès à des soins de santé de base, la pénurie de logements et qui crée des surpopulations là, d'individus. C'est commun au Nunavik d'avoir des familles où ils sont plusieurs sœurs, plusieurs frères, des fois 4, 5, 6, 7 à dormir dans la même chambre. Donc, sans espace personnel. Donc, ça a des avantages, mais ça a aussi des désavantages. Évidemment, le faible revenu et l'insécurité alimentaire, qui est vraiment un facteur majeur, qui revient souvent, on va y revenir. Et ça, on voit ça aussi dans différentes communautés, mais lorsqu'on a des problèmes de santé mentale, il y a par, par mécanisme d'adaptation, si vous voulez, souvent une consommation de substances. On parle de drogue ou d'alcool et des comportements à risque. Il y a une autre particularité, en fait, des populations inuites du nord du Canada, qui est l'exposition à des
contaminants environnementaux. Et ça, c'est quelque chose que l'on sait depuis plusieurs années, mais le maillage avec la santé mentale n'a jamais, ou enfin peu, euh, n'a pas été vraiment établi, puis c'est le propos de ma présentation. Donc, pourquoi parler de polluants ou d'exposition à des toxines environnementales au nord du Québec? Euh, c'est un peu paradoxal parce qu'il n'y a pas il y a pas d'industrie hein, dans le nord du Québec et pourtant, c'est les populations qui sont les plus exposées à différentes substances chimiques de l'environnement. Ici, vous avez seulement le mercure que l'on mesure dans le sang. On voit que les concentrations, en fait, sont par rapport au sud du Canada et du Québec, sont beaucoup plus élevées, en fait, dans le nord du pays et en particulier dans le nord du Québec. Ici, on a une étude qui date quand même de 1999. Mais les proportions sont quand même un peu moindres, mais l'écart est quand même substantiel, même encore aujourd'hui. Si on mesure en fait les niveaux de mercure dans le sang dans le cordon ombilical de nouveau-nés, dans le sud du Québec versus dans le nord du Québec, on a des concentrations de 10, 15 à 20 fois plus élevées. Ici, c'est une représentation du BPC. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais la plupart d'à peu près toutes les substances chimiques que vous pouvez entendre parler, euh, qu'on parle de pesticides, de métaux lourds, de BPC, de retardateurs de flamme, c'est beaucoup plus élevé dans le nord du pays. Et pourquoi? Eh ben, en fait, c'est que c'est un phénomène, la pollution, hein, c'est pas un phénomène local, c'est un phénomène global. Il s'avère que par des courants atmosphériques et océaniques, tous les polluants dans le monde entier vont avoir tendance à s'accumuler et à retomber dans le nord de la planète, donc dans l'Arctique. Donc ici, lorsqu'on parle de la production d'énergie fossile, les grands pollueurs comme l'Asie, mais aussi les États-Unis, avec les centrales de charbon encore aujourd'hui, il y en a beaucoup encore aux États-Unis, ben, c'est une source importante d'émissions d'un paquet de particules dans l'air, dont les métaux lourds, le mercure et le plomb, en l'occurrence, et ça va retomber là, dans l'environnement et les écosystèmes un peu partout, mais particulièrement plus prononcé dans le nord du pays. Il y a aussi un autre phénomène en géologie qu'on appelle l'effet de sauterelle, qui va en fait accentuer les concentrations là, lorsqu'on passe du sud au nord par un effet d'évaporation, condensation, évaporation, condensation. Et donc, ça contribue aux fortes concentrations qu'on mesure dans l'Arctique. Les Inuits se nourrissent principalement de poissons mammifères marins. Sans grande surprise, donc, les polluants qui retombent dans leur environnement vont se bioaccumuler, vont se biomagnifier dans la chaîne alimentaire. À la tête de la chaîne alimentaire, ben, c'est l'humain qui vont consommer qui vont consommer d'une façon encore plus marquée là, ce qui s'est accumulé dans différents types de poissons ou de mammifères marins, en l'occurrence le beluga, qui est un vecteur assez important pour les BPC, le phoque et différents poissons. Euh, Ma présentation parle des métaux lourds, donc là, je vous parle beaucoup du mercure. Il y a aussi un problème au Nunavik qui est, on retrouve beaucoup de plomb dans les tissus humains et animaux dans la région. Il y a plusieurs sources de plomb. Il y a du plomb dans l'eau potable, on entend parler
dans les nouvelles dans le sud du Québec et